Salam. Le Sphinx. Ce monument, mystérieux et énigmatique, qui date, depuis plus de 12 000 ans, selon l'archéologie interdite. Souvenez-vous. Le film documentaire de Jacques Grimaud. La révélation des pyramides. Un film très intéressant. Intéressant, dans le sens où, beaucoup de déductions dans ce film concordent avec ce que nous raconte l'archéologie interdite. Quand je dis archéologie interdite, je fais allusion aux scientifiques dissidents, à la pensée unique luciférienne, qui nous a menti sur la construction des pyramides, comme sur la Terre plane. Suite à ces recherches, qui ont duré des années, Jacques Grimaud nous apporte des preuves irréfutables sur la construction des pyramides et du Sphinx. Soit, que ces monuments gigantesques ont été bâtis dans le monde de Noé. Paix et bénédiction sur lui. En clair, avant la dernière fin du monde, du prophète Noé, paix sur lui. Et toujours selon Jacques Grimaud, le Sphinx a été bâti, dans un but bien précis. Le Sphinx a été bâti dans le but de nous avertir le moment venu, de l'approche d'un événement crucial. Inévitable. Imminent. Des plus graves, que l'humanité ait jamais vécu. Bon. Je crois que vous avez compris de quoi je parle. Oui. De la prochaine fin du monde. Chez les matérialistes, la fin du monde n'est que chimère. Un conte de fées des anciens. Pour eux, si fin du monde il y aura, ce sera dans plusieurs milliards d'années. Selon les guignols de la NASA bien entendu. Les matérialistes, pour ne pas dire les athées, ne savent pas réfléchir par eux-mêmes. Ils préfèrent juste écouter les clowns de la NASA. Ils ont été programmés afin de ne pas réfléchir, mais juste suivre au doigt et à l'œil la pensée unique luciférienne. Mais revenons à Jacques Grimaud. Tous ces calculs ont été basés sur une Terre globe, tournante, telle une toupie. C'est ça le problème. Mais ça n'empêche que tout ce qu'il raconte sur les bâtisseurs des pyramides reste vrai. Dans son film, Jacques Grimaud nous informe que le Sphinx a été bâti par le peuple du monde d'avant le déluge. Et que ce peuple, tellement généreux, nous a laissé un signe, une balise, un avertisseur, sur un événement fatal, imminent, qui se produira dans le futur. Un événement cyclique, qui se produit tous les 12 à 13 000 ans. À chaque fois qu'on évoque les Mayas, on parle d'eux comme des civilisations anciennes. Alors que les Mayas, eux-mêmes, font partie du monde d'avant le déluge. Oui. Il suffit de regarder ce qu'ils ont bâti comme monuments gigantesques, tels les pyramides, pour comprendre que leur connaissance dans la construction dépasse la nôtre. Ils étaient capables de monter un mur gigantesque, en alignant des blocs de pierre, de plusieurs tonnes, au millimètre près, et sans utiliser le ciment. Les Mayas parlent de 5e soleil. C'est-à-dire, de leur propre fin du monde, qu'ils ont classé comme étant la 5e. Donc si on se base sur ce que raconte le calendrier Maya, il y a eu déjà 5 fins du monde. Et la prochaine sera la 6e. Mais pourquoi je vous raconte tout ça? Qu'est-ce que ça a à voir avec la Terre plane? Eh bien les amis, pour moi ça m'aide à comprendre le mouvement des étoiles dans le ciel. Je vous explique. Toujours selon la théorie de Jacques Grimaud, le moment où l'étoile Régulus
fera face au Sphinx. Les constellations auront accompli plusieurs révolutions, qui auront duré 26 000 ans. En clair, il faut 26 000 ans à un signe du zodiaque pour revenir à l'endroit où il était. Il faut donc une durée de 26 000 ans pour avoir une équinoxe des constellations. N'oubliez pas, qui dit constellation, dit signe du zodiaque. Un signe du zodiaque est formé en imagination, par des étoiles bien définies. Par exemple, le signe du zodiaque du Lion est formé par une constellation d'étoiles, dont Régulus en fait partie. Oui, mais pourquoi les étoiles ne reviennent-elles pas au même endroit, tous les 23h56 et 4 secondes pour être précis? Eh bien, tout simplement, parce que le cercle effectué par les étoiles au-dessus de la Terre n'est pas uniforme. Il y a un décalage, tantôt du bas vers le haut, tantôt du haut vers le bas. Comme l'exemple de cette machine de divertissement pour enfants. Le cercle, ou le chemin suivi par les étoiles, décale de 1 degré, tous les 72 ans. Il faut 26 000 ans, au signe du zodiaque du Lion par exemple, pour revenir à son endroit initial avec précision. Et si on prend en considération ce que raconte Jacques Grimaud, à un certain moment précis, le Sphinx aura en face de lui sa propre image zodiacale. Il aura le signe du Lion en face de lui. Et son regard sera dirigé vers l'étoile Régulus. Depuis que j'ai visionné le film « La révélation des pyramides » de Jacques Grimaud, je me suis dit, chaque nuit, le Sphinx peut contempler sa propre image dans le ciel. Alors, où est l'énigme? Eh bien, quoique le signe du Lion lui passe chaque nuit sous le nez, il n'est toujours pas en face de l'étoile Régulus, qui fait partie des étoiles qui forment le Lion. L'étoile Régulus ne sera avec précision en face de lui que tous les 26 000 ans. Régulus est appelé cœur du lion par les Arabes. Et le Sphinx lui-même est appelé le père de la terreur. En effet, il y a bien une bosse juste sur la poitrine du Sphinx, appelé cœur du lion par les Arabes. Voici donc un mystère qui, à mon sens, est éclairci en ce qui concerne les 26 000 ans et le Sphinx. Il y a aussi ce fameux équateur incliné, dont parle Jacques Grimaud. Ce dernier a tracé un cercle en se référant sur la position géographique des temples et bâtisses archéologiques du monde d'avant. Selon les indices qu'il a pu trouver sur ces lieux anciens, il en a déduit qu'il existait une liaison entre les bâtisseurs de ces monuments gigantesques qui existent sur Terre. En traçant une ligne de liaison entre ces bâtisses, il a découvert, avec intrigue, un alignement parfait entre ces monuments. Il a compris alors que les bâtisseurs étaient en contact les uns les autres. Et surtout que cet alignement n'était pas hasardeux, mais plutôt bien étudié et bien mis en place, avec une incroyable précision. Maintenant que nous savons que la Terre est plate, on peut en déduire logiquement que ces bâtisses ont été plantées exactement sur le chemin suivi par les étoiles dans le ciel. Le chemin qui marque les équinoxes du zodiaque, tous les 26 000 ans. Le peuple du monde d'avant était obsédé par le mouvement des étoiles, du soleil, de la lune, et des équinoxes. Partout où vous allez sur ces anciens sites, vous remarquerez des calendriers plus ou moins compliqués, qui figurent sur les murs, qui sont encore debout. Oui. Ils étaient obsédés par le comptage du temps. L'observation du ciel, pour déterminer et classifier la chronologie des âges de l'humanité, est une science très compliquée. Cette science platonicienne, comme vous le savez, s'appelle l'astrologie. Et d'après vous, quelle est l'origine des 5 anneaux olympiques? Une couverture d'étoiles fixes, qui toutes bougent à l'unisson, comme une seule, sans aucun indice d'effet parallaxe. Il est probable que toutes les étoiles fixes de cette couverture se tiennent à la même altitude, et à une altitude plus élevée que celle des étoiles vagabondes. Probablement quelque part entre 3000 et 4000 miles au-dessus de la Terre.
Il y a environ 10 000 étoiles visibles par l'homme à l'œil nu. Et à cause du point de fuite de l'horizon de l'œil humain, on peut à peine en voir la moitié depuis son point d'observation. Avant d'aborder la vitesse, le mouvement, le schéma et le mystère de cette couverture d'étoiles, regardons de près ce qu'elle pourrait être. Que sont réellement les étoiles? Nous ne disposons pas du terme correct dans notre vocabulaire. Les mots qui me viennent à l'esprit sont géométrique, intelligente, fractale, divine, holographique, interdimensionnelle. Certaines ont même l'air de diamants. D'autres sont creuses. Y aurait-il de l'eau? Serait-ce de la sololuminescence, effet produit par des ondes liquides à haute fréquence créant une bulle qui implose en lumière? Ou est-ce de la cymatique? Ce langage de la fréquence de résonance. Certains pensent même que les étoiles de notre réalité sont techniques et liées à ces boules de métal que l'on dit tomber du ciel. Si l'on zoome au-delà d'une étoile et que l'on augmente la luminosité, celle-ci apparaît à l'œil comme dentelée, comme une boursouflure du firmament. Cette image est grossie 160 fois au coucher du soleil avec une visibilité dégagée. Nous sommes juste ignorants du mystérium des luminaires qui nous est masqué. La couverture d'étoiles tournoie autour de Polaris, l'étoile du Nord, située à la verticale du pôle Nord central. Nous pouvons le constater à travers des time-lapse, jour après jour, excluant ainsi toute possibilité de mouvement terrestre. Pour localiser Polaris dans le ciel du Nord, cherchez la petite ours ou la grande ours. Depuis Chicago, en regardant vers le nord, on voit les étoiles tourner autour de Polaris, également depuis Paris. Et depuis le Japon. Nous sommes ici dans le sud de l'Espagne. Les étoiles réalisent une révolution complète, ainsi que complète toutes les 23 heures, 56 minutes et 4 secondes. Ce qui est un poil plus rapide que le cycle du Soleil, la Lune étant la plus lente des trois. Voici une vue en mode macro de ce que représente le cheminement des étoiles de la partie nord. Pour se faire une bonne idée de ce qu'est le mouvement des étoiles, il nous faut regarder dans différentes directions. Là, nous sommes en Arizona, au sud des USA. Regardant vers l'ouest, puis regardant vers l'est, vers le nord, et vers le sud. Il y a un anneau de 12 constellations d'étoiles au-delà de l'écliptique, connu comme les signes du zodiaque. Et que l'on soit à Chicago
dans le nord du Mexique, au sud du Chili, ou n'importe où sur la Terre, cela reste identique. Donc si on divise l'écliptique circulaire de 360 degrés en 12 sections, on aura 12 sections de 30 degrés, chacun représentant un signe du zodiaque, qui tous effectuent une révolution complète au-dessus de nos têtes en 23 heures, 56 minutes et 4 secondes. Ces constellations apparaissent à l'envers à ceux qui se trouvent dans l'hémisphère sud, comme on peut le voir sur cette image. Parce qu'il faut aux étoiles 23 heures, 56 minutes et 4 secondes pour faire un tour complet et qu'il faut 24 heures au Soleil pour faire le même tour, tous les 30 jours à peu près, le Soleil entre dans un nouveau signe du zodiaque pour y passer le même temps, jusqu'à ce que le zodiaque le distance à nouveau. On peut voir ce phénomène ici également, où le zodiaque et ses 12 signes sont représentés par l'anneau extérieur. On va d'abord avancer de 2 heures par clic. Et si on avance de 10 jours par clic, on voit le zodiaque faisant la course en tête. Par conséquent, sur une année solaire complète, le Soleil aura parcouru les 12 signes du zodiaque. Nous connaissons maintenant les principales vitesses de déplacement dans le ciel. Nous pouvons donc extrapoler le temps approximatif que chaque luminaire passe dans chacun des 12 signes du zodiaque. Nous reviendrons sur le zodiaque dans un instant. Beaucoup pensent naturellement qu'il s'agisse d'un dôme ou d'un ciel plat, que toutes les étoiles se déplacent à l'unisson, de la même manière. Mais ce n'est pas le cas. Au sud de l'équateur, un observateur regardant vers le sud peut voir dans le ciel comme une roue tournée dans la direction opposée. Voici d'autres exemples. Ok, pour prendre nos marques, observons le ciel depuis un même endroit, ici, la Nouvelle-Galles du Sud en Australie. D'abord en regardant vers l'ouest. Puis vers l'est. Puis vers le nord, où Polaris n'est pas visible puisqu'au-delà du point de fuite de l'horizon de l'observateur, puis vers le sud. La roue que nous observons au sud est intéressante pour 2 raisons. La première est l'apparition de fractales, si des photos sont prises en time-lapse à intervalles différents. Dans ce genre. Et la deuxième, parce que depuis 3 endroits différents sur Terre, on peut observer dans le ciel exactement la même roue au sud. Je répète, notre ciel pourrait être plat ou en forme de dôme, mais observer 3 fois la même roue, identique dans le ciel du sud, reste actuellement totalement inexpliqué par la logique de ce royaume que nous avons pu comprendre à ce jour. Certains pensent qu'il s'agit d'une réflexion dupliquée, que les étoiles dans la partie nord sont en réfraction ou en réflexion de manière déformée. D'autres parlent de perspective. Mais ce qui est très intéressant et pertinent est qu'il faudra aussi, à cette roue du Sud, 23 heures, 56 minutes et 4 secondes pour effectuer sa révolution. Nous n'avons simplement pas toutes les réponses aux questions que pose le mystérium des luminaires. La précession des équinoxes est un véritable phénomène. Au bout de 26 000 ans, l'ensemble de cette couverture d'étoiles aura très légèrement oscillé afin d'assurer, au point central précis de rotation au-dessus du pôle nord céleste, le point vernal, un lent mouvement en cercle réduit. Ceci est connu comme la grande année platonicienne. Si on se positionne le plus au nord possible et qu'on le regarde Polaris avec la grille équatoriale appliquée, on voit qu'elle est au centre.
Maintenant, si on applique la grille azimutale, on voit que Polaris est excentré. Et si on avance dans le temps par tranche de 2000 ans, toute la couverture d'étoiles bouge sensiblement. La Terre ne bouge pas et n'est pas inclinée. C'est la couverture d'étoiles qui se déplace. Ce déplacement dans le ciel est très lent, 1 degré tous les 72 ans. Donc 360 degrés, une révolution complète, tous les 26 000 ans. Le mouvement de cette couverture ressemble à ceci. Les signes du zodiaque se déplacent dans une direction le long de l'écliptique, mais le mouvement d'oscillation se fait dans l'autre sens, d'où le nom de précession des équinoxes. Donc, de l'ère du Taureau, on passe à l'ère du Bélier, puis à l'ère actuelle des Poissons, et bientôt dans l'ère du Verseau. À chaque équinoxe de printemps, le Soleil se lève à l'est avec l'ère en cours juste derrière. Nous sommes en train de sortir de l'ère des Poissons pour entrer dans celle du Verseau. Et du fait de cette oscillation de 1 degré tous les 72 ans, l'humanité entre dans une nouvelle ère tous les 2160 ans. Voici un lever de soleil à l'équinoxe pour l'année 4178, bien avancé dans l'ère du Verseau. Le soleil parcourt donc lentement à revers les 12 signes aux équinoxes de printemps, avant de compléter la grande année platonicienne, la précession des équinoxes. Cette nouvelle ère du Verseau arrivera dans à peu près 2 siècles. Le Verseau signifie l'ouverture d'esprit, l'inventivité, l'intellect, le redressement, l'aventure. Et il signifie aussi l'imprévisibilité, la défiance, l'impassibilité, la rébellion. L'accent est mis sur le groupe et non pas l'individu. L'ère actuelle illusoire des Poissons est déjà en train de vivre ces derniers jours, pour laisser place à la nouvelle. Passons à autre chose. L'astrolabe, un instrument magnifique d'intelligence, qui date de 200 ans avant l'ère chrétienne. Il a de nombreuses applications comme indiquer la course du soleil et l'heure de la journée. Il est constitué de 4 plaques et d'une règle, et assemblé, chaque partie a son utilisation spécifique pour mesurer, observer et calculer. Cet instrument peut être utilisé pour localiser les étoiles, les directions cardinales, la position des étoiles vagabondes, les levées et couchers de soleil, les éclipses et bien d'autres choses encore. Et cet instrument fonctionne toujours aujourd'hui, pas besoin de CGI ou de Wi-Fi. Un autre instrument, le planisphère, qui date du XVIe siècle, est un outil qui présente les étoiles visibles dans le ciel à n'importe quelle heure et pour n'importe quel jour. Et cela marche également toujours très bien. Pas besoin de 5G. L'astrolabe et le planisphère ont tous les deux été parfaitement conçus dans l'esprit du mystérium des luminaires de la Terre plane. Le zodiaque est une abondance d'énergie, de sagesse, d'archétypes et de sens, de signification. Personne ne sait qui le premier a regroupé ces 12 constellations autour de l'écliptique. Mais c'est ancien, issu d'une conscience supérieure, qui, sans aucun doute, précède la grande inondation. Chaque signe a été anthropomorphisé en personnages, animaux ou archétypes. Chaque signe a été scrupuleusement étudié et magnifié par des mystiques, des astrologues, des soigneurs et des artistes. Le zodiaque indique les 12 mois, les 4 saisons, les solstices et les équinoxes. Chacune des étoiles du ciel nous procure de l'énergie. Et pourquoi ne pas y croire? Les luminaires, que sont le soleil, la lune et les étoiles vagabondes, nous donnent de l'énergie, et c'est ainsi pour chacune des autres étoiles. Par conséquent, les groupements et chapelets d'étoiles dégagent aussi une énergie collective. Chaque signe a sa propre signature énergétique, ses propres archétypes.
et il motive chaque étoile vagabonde qui s'y trouve et lui demande ce qu'elle cherche. Chaque signe du zodiaque fait partie de l'un des 4 éléments, selon l'une des 3 modalités, et comporte un genre. Nous savons que les étoiles vagabondes se déplacent à travers les signes à différentes vitesses et sur des durées variables, que chaque signe a une étoile vagabonde dominante, ainsi que d'autres étoiles vagabondes qui, lorsqu'en transit dans le dit signe, sont en phase d'exaltation, de détriment ou de chute. Du signe du zodiaque dans lequel se trouve l'étoile vagabonde dépend la manière dont celle-ci est filtrée, sa manière de distribuer son énergie, de régler son fonctionnement, sa motivation. Et chaque combinaison entre étoiles vagabondes et signes du zodiaque présente de grandes différences. La plupart de ces symboles devraient maintenant vous être familiers. Imaginez chaque étoile vagabonde comme une fonction de la psyché de chaque être humain. Imaginez chaque signe du zodiaque comme étant le lieu de quête de l'une de ses fonctions psychiques. Où et comment celle-ci va se dérouler. Voilà ce qu'est l'astrologie. Les étoiles vagabondes et les signes du zodiaque en mouvement constant derrière l'écliptique solaire. Et leur nombre infini de combinaisons qui sont étudiées, enregistrées, projetées et testées rendent possible la luminologie, l'optimisation de l'énergie de la lumière, ainsi que la prévention des AVC. Et c'est une science que l'on peut répéter. Edgar Cayce disait « Les signes du zodiaque sont des patrons karmiques, les étoiles vagabondes des métiers à tisser, la volonté humaine le tisserand. » Les différents aspects sont déterminés par la géométrie spécifique des étoiles vagabondes entre elles autour de l'écliptique solaire. Chaque être humain possède un thème astrologique défini par le moment de sa naissance, un thème natal, une ébauche de l'âme en quelque sorte. Ce thème natal contient vos talents, vos défis, la dynamique de vos émotions et de votre communication, votre évolution et bien plus encore. Les énergies des 12 signes sont déjà présentes en chacun d'entre nous, mais dans un équilibre qui nous est propre, avec des accentuations et des manques. La quête de l'évolution personnelle consiste à trouver l'équilibre idéal entre les 12 schémas, tous rayonnant sur un même octave. Rappelez-vous, tous les signes, toutes les étoiles vagabondes possèdent une énergie qui leur est propre. Quand une énergie est trop accentuée ou trop dominante, cela se traduit par des échanges superficiels. Chacune de ces énergies peut aussi être dans votre thème dormante, faible ou moins puissante. Le thème natal est véritablement une carte de la connaissance de soi. Chaque jour, les différentes permutations des figures géométriques dans le ciel dont découlent les multiples combinaisons d'énergie génèrent une abondance dans notre réalité qui influe sur la dynamique de l'interaction humaine. Si vous superposez votre thème natal avec la carte du ciel d'aujourd'hui, celle de demain, de la semaine prochaine ou de quelque autre jour que ce soit dans le futur, vous constaterez quelles sont les énergies en jeu et serez en mesure de piloter ce moment, cette heure, cette journée, que ce soit une réunion, un mariage ou un nouveau projet. Les élites ne veulent surtout pas que vous sachiez tout cela. Wall Street, le gouvernement, les militaires, tous utilisent cette science céleste. Gardez à l'esprit que l'astrologie n'est pas quelque chose à ignorer ni à craindre, c'est un outil. Chacun a son libre arbitre et peut ainsi dévier toute énergie entrante, bonne ou mauvaise. Le ciel est la salle des machines de notre réalité. Et l'astrologie est comme un doigt pointé sur cette réalité. Les mystiques occidentaux ont soigneusement étudié l'astrologie et savaient comment comprendre et interpréter le ciel. Comment fusionner le macrocosme avec le microcosme de différentes manières. De nombreuses écoles d'auto-initiation au mystère conduisaient une expérience où, pendant une phase de rêve intense ou d'état altéré, toutes les étoiles devenaient personnelles. Et l'initié se réveillait en sursaut, changé, sa fréquence de vibration plus élevée.
Vous pourriez penser que c'est absurde, mais c'est bien réel. Les signes du zodiaque sont aussi reliés au tarot, les arcanes majeurs. Et à chaque signe, 3 arcanes mineures sont assignés. Ce que l'on voit ici. Le profane pense que le tarot n'est que de la cartomancie. Mais ces énergies ont toujours été présentes dans notre ciel à travers le temps, collant comme un gant à celle de la luminologie. Il pourrait être utile de vous demander pourquoi l'astrologie n'est pas enseignée dans les collèges et universités. J'ai eu plus d'une centaine de clients me consultant sur l'astrologie de la Terre plane. Et pour une étude plus approfondie sur les changements qu'implique la théorie géocentrique, pour en savoir plus sur les signes, les aspects, les orbes et les maisons, merci de visionner la vidéo qui est dédiée sur cette même chaîne. Il existe des horloges zodiacales Terre plane et des symboles astrologiques tout autour des églises de la vieille Europe. Il est donc un peu surprenant que de nombreux chrétiens contemporains considèrent l'astrologie comme quelque chose de mauvais. Donc relaxez-vous et laissez-vous pénétrer par les images qui viennent. Il nous reste encore à aborder certains autres luminaires du ciel, ceux à l'histoire folle, toute droit sortie de la matrice. L'idée de galaxie est débile, ce n'est juste qu'un luminaire dans le ciel. Voici ce qu'ils appellent Andromède. L'idée du trou noir est également stupide. C'est juste un autre luminaire qui pulse dans le ciel. L'idée de nébuleuse est de la même veine. Ce n'est qu'une lumière avec une forme. L'élite vous dit que c'est un nuage interstellaire de poussière, d'hydrogène, d'hélium et d'autres gaz ionisés. Elle vous dit que la nébuleuse Orion est distante de 1300 années-lumière et a un rayon de 12 années-lumière. Mais comment peut-on raconter une histoire pareille? L'élite est intelligente, mais aussi vraiment psychotique. Ça, ce sont les nébuleuses du cœur et de l'âme. Une comète n'est simplement qu'un luminaire cyclique dans le ciel, ayant sa propre trajectoire, sans aucune considération pour l'écliptique.
Les étoiles filantes ne sont que des lumières qui traversent le ciel, en apparence de façon aléatoire, mais souvent de manière synchronisée. Ce ne sont aucunement des météorites. Il n'y a aucune évidence de l'existence de soi-disant chutes de météorites sur Terre. Si cela était vrai, une maison, un bâtiment serait régulièrement détruit. Les très rares et très douteux articles du Smithsonian Institute, que j'ai déjà abordés dans mon travail, et d'autres organes de presse mainstream, ne nous donnent aucune preuve sérieuse. Ces pierres écorchées existent bel et bien cependant, mais évidemment elles ne proviennent pas de ce conte de fées qu'est l'espace. Celle-ci est supposée être la plus grosse météorite sur Terre. Pas de cratère, pas de témoins. Pour nous égarer un peu plus, ceci a un cratère géant, probablement un énorme trou naturel, ou alors le résultat d'une ancienne technologie. Nous ne sommes sûrs de rien. Mais nous savons qu'il ne s'agit pas d'un morceau de rocher qui s'est vaporisé à l'impact. Tout comme nous savons qu'une boule de feu qui laisse ce genre de marque sur le sol n'est pas rationnelle. Vous trouverez plus d'infos sur l'arnaque des météorites et des cratères en visionnant mon documentaire The Edge of Awakening. En ce qui concerne les pluies de météores, ce sont des éclats délicats de lumière qui se produisent en groupe. La pluie de météorites des Perséides en août en est l'exemple le plus lumineux. Cette zone d'étoiles denses et nébuleuses dans le ciel, connue comme la Voie lactée, n'a pas toujours été nommée ainsi. On l'appelait le Grand Rift, ou le Rift sombre, dans différentes parties du monde. J'ai réalisé un documentaire sur les anciens mythes et savoirs sur cette partie des luminaires dans notre ciel. N'hésitez pas à le visionner. Les aurores boréales trouvent très probablement leur origine au pôle Nord. Nous ne savons pas ce qu'elles sont, mais il y a certainement quelque chose de magnétoélectrique avec une touche de divinité. Le phénomène des colonnes lumineuses se produit rarement et aléatoirement dans des régions très froides. L'explication glace plus effet d'optique ne me convient pas. Le culte du scientisme contre la beauté divine est un jeu de dupes. Le ciel est un calendrier géant. Le soleil marque les heures, la lune marque les jours, et les étoiles marquent les mois et les années. Nous vivons à l'intérieur d'un fabuleux royaume, un garde-temps parfaitement conçu au tissu composé de mathématiques et de fractales. Le ciel est véritablement le seul calendrier tangible. Qu'avons-nous d'autre à notre disposition? Le toxique calendrier grégorien dont nous gavent les catholiques? Les dates que votre boss vous impose, celles des célébrations que le gouvernement vous impose? Ne serait-il pas plus futé de se focaliser sur les énergies et mouvements dans notre ciel, la danse des luminaires, l'art de l'astrologie, ceci au-dessus de nos têtes, ignoré par la plupart à cause du conditionnement subi, qui vous empêche de vous y intéresser, de vous en émerveiller, de le contempler. Ce royaume est divin, c'est une création provenant d'une conscience supérieure, un pouvoir supérieur. Dans notre dimension, le balai géométrique des luminaires permet de tisser l'énergie à l'aide de ces rayonnements. Un échange subtil et délicat avec l'esprit et l'âme, aux permutations multiples incessantes, créant le flux de ce royaume dans lequel nous sommes. Un royaume de fractales divines caché à notre conscience, sublime et discret. Les élites nous masquent la réalité des luminaires afin de limiter l'expérience humaine au physique. Le physique n'est qu'une base, ce n'est pas la réalité. Ils nous veulent coincer dans le séphiroth de Malkout, tel un drone matérialiste et conformiste. Mais nous sommes à la fois visibles et invisibles, et nous devons honorer l'ensemble, pas seulement ce que nous pouvons toucher. Da Vinci disait, il y a 3 sortes de gens, ceux qui voient quand on leur montre, et ceux qui ne voient pas. On commence à voir quand on se déprogramme. C'est un chemin difficile, mais qui devient moins compliqué avec le temps. Et c'est le travail du guerrier moderne, se déprogrammer.
Nous sommes ignorants de notre cosmologie, mais nous savons que nous habitons un royaume magique divin. Allez-vous n'envisager le ciel que par la pensée, ou allez-vous vous laisser emporter d'admiration par les énergies et les invisibles merveilles du mystérium des luminaires? Le mystérium des luminaires est une clé pour sortir de la matrice, pour sortir du culte du scientisme. Mais il vous faut embrasser la réalité de ce ciel, aimer celui-ci comme un magnifique cadeau du Créateur. Beaucoup essayent de rationaliser un mystère divin. Notre vie ici est pleine de questions, mais seuls les idiots sont pleins de réponses. Srimad Bhagavatam 2.6.3.7. Parce que nous sommes tous déroutés par l'illusion de l'énergie externe du Seigneur suprême, nous ne pouvons percevoir la manifestation du cosmos que selon nos capacités individuelles. Corpus Hermeticum, le sermon de la montagne. Car je chanterai les louanges de celui qui a tout fondé, qui a fixé la terre et accroché les cieux. Sans trop nous aventurer dans cette science, qui est susceptible d'avoir un rapport avec la magie noire, on peut en conclure que l'astrologie est interdite d'enseignement dans les écoles, afin de garder l'humanité dans l'ignorance de la création. Il y a des choses très intéressantes à apprendre en astrologie, sans toutefois plonger dans la superstition. Il faut juste considérer l'astrologie comme une science de la nature. La science de l'astrologie ne concorde pas du tout avec une Terre-globe en rotation dans un espace imaginaire infini. C'est surtout pour ça qu'elle est interdite à l'école. Sinon, les élèves vont se demander, comment peut-on voir les mêmes étoiles, à longueur d'année, et cela, depuis des millénaires. N'est-ce pas correct? Donc voilà, l'astrologie n'est pas enseignée à l'école, pour éviter que les gens ne commencent à se poser des questions sur la forme de la Terre. L'astrologie témoigne de la puissance, de la sagesse, et de l'omniscience d'Allah le Sage. De sa grandeur et de sa majesté. Gloire à Allah. Alors, maintenant qu'on sait comment circulent les étoiles dans le ciel, on peut en déduire que la dernière fin du monde a vu le Sphinx faisant face à l'étoile Régulus. D'ici 200 ans environ, le Sphinx sera en face du Verseau, à l'opposé direct du Lion. Comme vous pouvez le constater sur cette image du zodiaque. À travers l'histoire de ce monde dans lequel on vit, plusieurs civilisations parlent de fin du monde, tous les 12 à 13 000 ans. Si cela est vrai, il y a donc 2 fins du monde cycliques, tous les 26 000 ans. Une au Verseau, et la deuxième au Lion. On peut aussi penser autrement. Le peuple du monde d'avant avait bâti le Sphinx, afin de calculer sa propre fin du monde qui a eu lieu, au moment où le Sphinx faisait face à sa propre image dans le ciel. Si la deuxième hypothèse est la bonne, il ne nous reste pas grand-chose pour voir arriver la nôtre. 200 ans environ. Mais tout ça reste la volonté d'Allah le Sage. Il mettra fin à ce monde, le moment voulu par lui. Ce qui est sûr, c'est que cette terre est tellement malade, tellement polluée, qu'il lui faut un repos de plusieurs années, pour se régénérer. Si Allah le Sage a programmé des fins du monde cycliques, ce n'est pas seulement pour punir les humains, mais aussi pour régénérer la Terre. D'ici quelques dizaines d'années, la Terre deviendra complètement stérile. Les gens ne pourront rien avoir pour se nourrir. Tout le monde aujourd'hui peut constater cette vérité. Que les gens évitent d'y prêter attention, pour ne pas se faire peur. Mais la vérité est là. Tout le monde mourra un jour. Ce n'est qu'une question de temps. Alors, fin du monde ou pas, pour réussir à sauver son âme, il suffit juste de rendre gloire à son Créateur. Le vénérer, le remercier pour ce qu'il a créé pour nous. Bref, se soumettre à lui, avant le jour fatal. Mais attention. Ceci reste ma propre analyse des choses de la vie. Il se peut que je me trompe.
Le fonctionnement du système Terre plate est encore loin d'avoir été complètement maîtrisé. Il reste énormément de choses à apprendre. Alors soyons patients et sages. Merci de votre attention. Salam.